Bonjour à tous, c'est Boulistrade et bienvenue pour ce nouveau recap de la semaine. Il y avait de la Coupe de France et de la Ligue 1. Je ne vais pas parler de tous les matchs qu'il y avait en Coupe de France puisque c'était les 16e de finale. Je vais donc vous parler des deux plus grosses affiches. Je vous emmerde! Avec tout d'abord, mardi, l'Olympique de Marseille qui recevait l'Olympique Lyonnais. Victoire de l'OM après prolongation 2-1 avec le but de la victoire pour Doria. J'ai pas forcément envie de parler du match, c'était un beau match avec de l'intensité. Certes, pas mal de déchets, mais franchement c'était agréable à regarder, c'était assez serré. Si c'était l'OL le vainqueur, cela ne m'aurait pas choqué non plus. Mais le fait que ce soit l'OM, c'est pas un scandale. J'ai envie de parler d'autre chose avec vous. J'ai envie de parler des supporters de l'OM, que j'adore, hein. Et d'ailleurs, le public de l'OM pour moi est le meilleur public de France. Bien meilleur que celui qu'on peut avoir au Parc OL, au Parc des Princes. Même Geoffroy Guichard ne peut pas rivaliser. Par contre, vous avez fini d'être cons les Marseillais? Non mais vraiment, ce match aurait pu être super dans les tribunes. Et d'ailleurs, il y a eu une super ambiance. Vous avez mis le feu les gars. Enfin, quand il faut mettre le feu, c'est au sens figuré. Faut pas balancer des pétards toutes les 5 minutes. Parce que ça fait partie des trucs qui m'agacent un petit peu dans le football d'aujourd'hui. Et ça se passe quand même beaucoup à Marseille. Et non, et puis vous pouvez arrêter de siffler Valbuena aussi. Le mec il vous a rendu tellement de services, vous êtes incapable de le remercier correctement. Ok, il joue à Lyon. Ok, vous aimez pas l'OL. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le siffler à chaque fois qu'il touche le ballon? Moi, ça m'emmerde un petit peu. Après cet avis, on peut passer maintenant à la journée de mercredi avec la deuxième affiche de cette Coupe de France, Rennes qui recevait le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est baladé face à Rennes, victoire 4-0 avec un énorme Draxler. Le PSG a été bon, mais Rennes est quand même passé à côté de sa rencontre. J'ai quand même deux choses à dire sur le Paris Saint-Germain. La première, c'est sur Serge Aurier. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Honnêtement, je préfère largement Meunier. Je le trouve à chaque fois très bon quand il est sur le terrain. Aurier, même dans un match très facile, il n'est pas incroyable. J'aimerais bien qu'Unai Emery mette plus souvent Meunier titulaire. Et puis, je vais pas vous le cacher, je n'aime pas Serge Aurier. J'étais pas fan de lui dès son arrivée au PSG. Bah alors l'affaire Périscope m'a tout de suite fait comprendre quel type de joueur c'était. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est Hatem Ben Arfa. Je fais pas dire après si tu veux. Ah pardon, j'ai pas eu. Il a fait un bon match. Alors certes, il force encore beaucoup trop. Ça veut dire qu'il tente des dribbles impossibles qui n'ont aucune chance de passer pour montrer qu'il est trop fort. Mais après, quand il joue simple, il est super fort. Il a eu une vraie influence sur le jeu du PSG. Et c'est plutôt assez intéressant de voir ça quand tout le monde critiquait Unai Emery parce qu'il ne voulait pas forcément de doublure pour Cavani. Juste pour vous montrer que Hatem Ben Arfa peut faire l'affaire, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010 avec comme buteur Fabregas. Donc plus rien ne m'étonne dans le football. La Coupe de France c'est terminé, voici toutes les affiches. Franchement, il va y avoir de bons matchs. Mais maintenant, on passe à vendredi et c'est la Ligue 1 qui reprend ses droits avec le petit match Metz-Marseille. Eh, les cheveux c'est mieux quand même, hein? Un peu mieux, non? D'accord. Je bouge ma tête enfin de manière un peu plus libre parce que bon, avec les cheveux que j'avais avant, je pouvais pas trop. Il faut vraiment que je me concentre parce que on va parler d'un match pas très intéressant quoi. Franchement, ce match Metz-Marseille, j'ai encore bugué un petit peu pour le dire. C'était un peu nul quoi. Voilà, ça a donné 1-0, victoire de Metz avec un magnifique but de Yann Jouffre sur coup franc à la 78e minute. Pas du tout mérité la victoire de Metz. Et puis je me sens obligé de toucher mes cheveux maintenant puisque je suis enfin libre de mes mouvements tétères. Je raconte n'importe quoi. Non, mais Marseille a tellement dominé ce match, a eu tellement d'opportunités pour marquer, a d'ailleurs marqué un but, mais logiquement refusé pour hors-jeu de Gomis, forcément. Hein. Le hors-jeu et Gomis, ça fait 1, hein, c'est pareil. Alors Rudy Garcia avait mis une compo un petit peu étonnante, mais qui pouvait totalement s'expliquer parce qu'ils avaient joué 120 minutes dans la semaine et que t'en avais beaucoup qui étaient cramés. Gomis devait être cramé, Sanson devait être cramé, Vainqueur devait être cramé. Enfin, il y en avait beaucoup de cramés, quoi, vous l'avez compris. Mais malgré cela, l'OM a montré plutôt un bon visage en première mi-temps. Alors pas très tranchant, mais c'était plutôt agréable à voir. Et puis en deuxième mi-temps, Rudy Garcia a fait des changements. Il a fait rentrer Payet, il a fait rentrer Gomis. Donc là, on s'est dit que Marseille allait pousser un gros coup et que finalement ça allait passer. Et en fait non, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Marseille a quasiment arrêté de jouer, s'est mis à avoir le ballon, mais de manière très stérile. Déjà que ça l'était pas mal avant, là c'était vraiment ultra inefficace. Et Metz s'est mis à jouer, et Metz s'est mis à attaquer, et Metz a eu l'occasion avec un beau coup franc, bien placé, que Jouffre frappe parfaitement. Globalement, je suis assez content pour les Messins. Alors forcément, j'ai un peu parlé avec des supporters marseillais qui m'ont très clairement expliqué que la défaite ne tient qu'à Pelé qui fait une énorme erreur sur le coup franc. Je vais faire une petite explication pour ceux qui n'ont pas vu le but. Mais si vous voulez voir les images, c'est en description. En fait, c'est un coup franc assez proche de la surface de réparation pour les Messins, très clairement mieux placé pour un droitier. Puis donc t'as un droitier, j'ai oublié le nom du Messin qui pouvait frapper à droite, je pense que ça devait être Erding, ou j'en ai aucune idée, mais... Et puis surtout, il y a Yann Jouffre, autre pied forcément, donc profil différent, mais surtout qui venait de rentrer en jeu, donc il était frais, et surtout que sa rentrée en jeu était bonne, c'est-à-dire qu'il est rentré sur le terrain et il a métamorphosé les Messins. Donc on pouvait se douter que c'était lui qui allait prendre le ballon, et d'ailleurs c'est lui qui l'a frappé, et il l'a marqué, sauf que Pelé a fait un déplacement un peu bizarre, c'est-à-dire que Pelé, c'est... décalé, c'est-à-dire qu'il a énormément anticipé le coup franc d'un droitier, sauf que c'est un gaucher, donc la trajectoire de la balle n'est pas la même. Je me gratte le cou parce qu'effectivement ça me gratte. Il frappe, donc la balle s'enroule comme ceci. Alors si vous voyez le truc mais pas dans le bon sens, c'est normal parce que ça fait un... Enfin bon voilà, ça fait miroir forcément donc... Et puis Pelé, il se décale comme si la balle allait faire comme ça. Donc forcément vu qu'il est en train de se décaler, bah c'est pas simple d'aller plonger de l'autre côté pour sauver la balle. Donc forcément bah ça fait but. Et c'est con pour Marseille. Non, surtout que c'est un gros coup d'arrêt pour les Marseillais qui venaient d'enchaîner 2 victoires de suite. Une victoire face à Montpellier très impressionnante, 5-1. Alors certes face à Montpellier, mais c'était quand même une belle victoire. Et puis surtout la qualification face à Lyon. Alors certes en prolongation, un peu à l'arrache, mais quand même
une victoire en prolongation face à Lyon en Coupe de France, c'est pas rien. C'est un coup d'arrêt pour Marseille, comme c'est un coup de renouveau pour les Messins, parce que grâce à ce succès, les Messins se relancent en Ligue 1 après des performances un peu moroses ces derniers temps. Voilà pour la journée de vendredi, on peut maintenant passer à la journée de samedi, avec un alléchant Monaco-Nice, qui a tenu toutes ses promesses, victoire de l'ASM, 3-0, avec un doublé de Radamel Falcao et un but de Valère Germain. On pourrait se dire avec le score que le match n'a pas du tout été serré, que Monaco a laminé Nice, mais ce n'est pas le cas, Nice a vraiment été pas mauvais. D'ailleurs à la mi-temps il y a 0-0 et c'est tout à fait logique. Même s'il y a une légère domination de Monaco, Nice est très loin d'être ridicule. Mais effectivement l'ouverture du score en début de deuxième mi-temps de Monaco a peut-être un petit peu mis à mal les Niçois, qui ont du mal à réenclencher la machine. Mais la statistique qui fait un peu mal aux Niçois, c'est qu'ils ont cadré leur première frappe à la 85e minute. C'est un coup de tête ou plutôt un coup d'épaule de Pléa magnifiquement arrêté par Subasic. Avec cette victoire face à Nice et surtout le match nul qu'ils ont fait la semaine dernière au Parc, Monaco est vraiment en train de montrer que c'est finalement eux les patrons de la Ligue 1 cette année. C'est pour cela que le multiplex était intéressant puisque le PSG jouait à Dijon et devait absolument réagir, ou en tout cas ne pas perdre de points. Et le PSG a gagné, victoire 3-1, mais ils ont vraiment très mal joué les Parisiens. Ils ont été mauvais pendant 70 minutes, ils ont pourtant ouvert le score, puis ils se sont fait rejoindre 2 minutes après, et le PSG n'arrivait pas à faire ce qu'il faisait d'habitude, ils ne mettaient pas bien leur jeu en place, mais ils ont quand même réussi à gagner le match avec un bel écart. Et il y a plusieurs choses qui expliquent cela. La première chose, c'est l'expérience. Le PSG a vraiment beaucoup plus de maturité et d'expérience que Dijon pour ce genre de performance-là. Deuxièmement, c'est aussi qu'ils sont tout bêtement meilleurs et qu'ils ont des joueurs de plus grande qualité. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, c'est le coaching d'Unai Emery, qui a changé son système. Il était en 4-3-3 au début, il a fait 2 remplacements, en mettant sur le terrain Ben Arfa et Guedes, et en virant Lucas, pourtant buteur, et surtout Blaise Matuidi, que je trouve de moins en moins bon avec le Paris Saint-Germain. Et surtout, vous l'aurez compris, il a changé de système, il est passé enfin en 4-2-3-1. Et malgré le fait que les Parisiens n'ont pas forcément été plus brillants avec ce système, ils ont réussi à mettre 2 buts. Certes, avec un petit peu de chance, notamment sur le but de Cavani à la fin. J'espère que ce match va suffire à Emery pour pouvoir dire à ses joueurs, voilà, c'est bon, on va arrêter les conneries avec ce 4-3-3 qui ne fonctionne plus. En plus, Emery, avec les joueurs que vous avez recrutés cet hiver, Guedes, Lo Celso et Draxler, qui sont soit des joueurs de côté ou même surtout des joueurs d'axe, notamment pour Draxler, je pense que Draxler serait excellent dans l'axe de l'équipe parisienne, mets ton 4-2-3 en place. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment la seule solution pour battre le Barça en Ligue des Champions. Avec le 4-3-3, vous allez prendre tarif, alors qu'avec le 4-2-3-1, ça va créer un petit effet de surprise, et je pense que ça pourrait fonctionner face au Barça. C'est un coup de poker à tenter en tout cas. Sans la manière, le PSG fait tout de même une bonne opération et passe deuxième devant l'OGC Nice, mais toujours quand même à 3 points de Monaco. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'abord Montpellier qui recevait Bastia et victoire de Montpellier 2-1. Comme attendu, le choc psychologique a eu lieu avec le changement d'entraîneur pour Montpellier et l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Une victoire globalement méritée pour les Montpelliérains. Par contre, Bastia va falloir vite se remobiliser parce que là, ça devient compliqué. Au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire samedi soir, Bastia est 19e de Ligue 1. Ça commence à craindre un petit peu. Ces dernières saisons, ça a toujours été compliqué, mais alors là, ça va être vraiment très dur. Et le fait d'avoir dit vraiment beaucoup de fois, ça montre que ça va être vraiment très compliqué. Autre match, Bordeaux recevait Rennes et match nul, un but partout, avec un but de Ménez pour Bordeaux et un but de Gourcuff pour Rennes. Ça sent l'équipe de France d'un ancien temps, ça. Ce match nul arrange vraiment aucune des deux équipes, même si Rennes, on pourrait se dire, voilà, c'est une bonne performance, en plus ils sont souvent mauvais à l'extérieur, c'est pas mal de ramener un point de Bordeaux, mais Rennes, ça fait 7 matchs en Ligue 1 qu'ils n'ont plus gagné. Ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui vise des places européennes. Et puis Bordeaux aussi, comment ils n'arrivent pas à gagner ce match? C'est dingue le nombre de points qu'ils ont laissé en route à domicile, c'est limite incompréhensible. Enfin bon, eux au moins ils ont ramené un point de leur match à domicile. Guingamp par exemple n'en a pas ramené du tout puisque Guingamp s'est incliné face à Caen 1-0 avec un but de Caramo pour les Canets dans les tout derniers instants du match. Moi ce soir si j'étais supporter guingampais j'aurais la haine. Guingamp certes n'est plus aussi fort en Ligue 1 qu'avant, effectivement c'est pas une grande équipe et ils s'étaient déjà très bien placés, ils ont fait un début de saison de dingue, mais là ils méritaient de gagner, ils ont plutôt pas mal joué, ils ont eu des belles occasions qu'ils n'ont pas mises au fond, notamment parce que Vercoutre, le gardien canet, a été très bon. Il est plus souvent mauvais que bon cette année Vercoutre, mais il faut le signaler quand il est bon, et ce soir, bah il a été bon, et Caen a tué Guingamp dans les derniers instants du match, mais de manière complètement dégueulasse. Pourtant je ne suis pas guingampais, donc franchement les guingampais, je suis de tout cœur avec vous. Autre match et autre surprise à domicile, la défaite de Lille 1-0 face à Lorient. Inexplicable, je ne le comprends pas. Lille, ils ont battu Lyon la semaine dernière en championnat, ils se qualifient face à Nantes en Coupe de France, certes, pas forcément en jouant brillamment, mais ils ont gagné Nantes qui est une équipe en forme, 1-0 à domicile, donc il était improbable de les voir perdre. À la limite, un match nul, tu vois, un peu trop de décompression, un moment de flottement, bon, peut-être, mais pas une défaite. Surtout face à Lorient qui est une équipe très en difficulté ces derniers temps. Et pourtant, si, ils ont perdu avec un but de Aliadière, le retour du buteur maison, à la 49e minute. Ce match était pas terrible, je vais pas beaucoup en parler, par contre, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir Lorient gagner un match. C'est une équipe que j'aime bien, Lorient, et moi, ça me mettait un petit peu mal à l'aise de les voir aussi bas dans le classement, voilà, dernier, Lorient, je trouvais ça assez incroyable. Donc les voir gagner, c'est cool. J'espère que vous allez continuer Lorient, il le faut. Voilà tous les résultats de la journée de samedi, maintenant on passe à dimanche avec un exceptionnel match, Saint-Étienne-Lyon, bouillant. Mais avant, il y avait quand même 2 matchs de Ligue 1, on va passer assez vite dessus. D'abord, le TFC recevait Angers, victoire 4-0. La première mi-temps était vraiment nulle, il se passait pas grand chose, mais tout est allé très vite en deuxième mi-temps avec le premier but d'Andy Delors sous ses nouvelles couleurs. Puis ensuite, Braithwaite sur penalty, Oscar Trero et Ola Toivonen ont participé à la fête. Toulouse se relance enfin en Ligue 1. Par contre, ça devient de plus en plus difficile pour le SCO, qui se classe 18e de Ligue 1. Le match qui suivait, c'était Nantes qui recevait Nancy et victoire de Nancy très surprenant 2-0. Alors je vous entends, non, l'effet Conceição n'est pas terminé.
et globalement Nantes a dominé la rencontre et Nancy a réussi à marquer sur des occasions un petit peu étonnantes. Très clairement, ils ne méritent pas leur victoire. Le problème pour Nantes, il est là depuis longtemps, c'est l'attaque. Ils ont marqué 15 buts en 23 journées de Ligue 1, c'est trop peu. Et ce dimanche, ils ont loupé énormément d'occasions. Un de leurs buteurs, Stepinski, n'a pas marqué en Ligue 1 depuis 5 mois. Comment tu veux faire avec ça? Enfin bref, bravo Nancy. Le plus important, c'est les 3 points. Mais forcément, le match qu'on attendait tous, c'est Saint-Étienne-Lyon. Nous y voilà, le derby. Victoire de Saint-Étienne, 2-0 face à l'Olympique Lyonnais, avec des buts de Monet-Paquet et de Amouma. Tout ça dans les 25 premières minutes de la première mi-temps. Effectivement, c'est surprenant. Déjà, Christophe Galtier, je vais te poser une question. Pourquoi ton équipe ne joue jamais comme ça? C'est la première fois de l'année, je vois Saint-Étienne aussi séduisant dans le jeu, avec cette capacité de pressing très fort. Et d'ailleurs, on le remarque, hein, ça fonctionne. On aurait un petit peu dit l'Atlético de Simeone, et franchement, ça me déplaît pas. J'espère qu'ils feront ça face à Manchester United en Ligue Europa. Et par contre, j'ai une vraie question à te poser, Bruno Genesio. Tu peux m'expliquer ta compo de départ, encore une fois? Globalement, ta compo, je la comprends, hein, mais sur les côtés, tu décides de mettre Memphis à gauche et Fekir à droite. Fekir, à la limite, je comprends, c'est un bon joueur qui, sur une accélération, un dribble, une passe, peut changer le cours du match. Mais Fekir est passé complètement au travers de sa rencontre, et justement, tu l'as sorti dès la mi-temps, ce qui est bien. Mais à la place, tu as mis Ghezal. J'aime bien Ghezal, hein, mais il est pas très fort cette année. En tout cas, bien moins que l'année dernière. Alors que tu as un joueur qui s'appelle Mathieu Valbuena, qui est en forme en ce moment, et qui aurait mérité très clairement de rentrer. Et oui d'ailleurs, parce que Valbuena, normalement, tu fais jouer côté gauche, et là, t'as fait jouer Depay. Memphis, il a été catastrophique tout le match. Il a rien réussi. Il a tout raté. C'est exactement la même chose, mais pas avec les mêmes mots, donc je le dis 2 fois. Non, et puis Lyon est vraiment rentré dans la crise, ça fait 3 défaites de suite. Et moi qui pensais que la qualification 8ème de finale de la Ligue Europa face à Alkmaar serait évidente, et ben je le pense beaucoup moins. Cette semaine fut très intéressante, j'attends avec impatience la semaine prochaine, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Boulistrade.